Par où commencer? Je m'appelle Cynthia Dulude, je suis maquilleuse professionnelle et j'ai cette chaîne beauté sur YouTube depuis 10 ans. Ça fait donc 10 ans que semaine après semaine sur mes médias sociaux, je teste des produits et je parle de mes coups de cœur, mes recommandations dans tout ce que j'ai testé, dans toutes les nouveautés cosmétiques qui m'arrivent semaine après semaine ici. Et c'est un réel bonheur honnêtement pour moi de tester tout ça. Je me sens privilégiée. C'est un domaine que j'ai toujours aimé et j'aime encore à ce jour partager mes plus récents coups de cœur cosmétiques avec mes abonnés qui sont aussi fans de beauté. Ceci étant dit, je réalise tardivement qu'il me manque peut-être une corde à mon arc de créatrice de contenu beauté et je veux parler de la composition des produits, les ingrédients qui composent nos produits en fait. C'est fou mais quand j'y pense, j'ai jamais eu de formation par rapport à ça dans ma formation de maquilleuse professionnelle et par la suite, ben non plus jamais parce qu'il n'y a pas de cours qui existent pour devenir youtubeuse beauté. Et personnellement, si je peux être franche avec vous, je me suis jamais inquiétée de quoi que ce soit. J'ai pas une peau qui réagit, j'ai jamais eu de mauvaise expérience, donc j'ai toujours fait un peu confiance, je dirais, à l'industrie des cosmétiques. J'ai toujours eu un peu l'attitude ou l'assurance en fait de me dire que si c'est vendu sur les tablettes, c'est sécuritaire. Par contre, je me demande, 10 ans plus tard et à l'aube de mes 29 ans, est-ce que je fais bien? Je sais pas. Je lis beaucoup de choses contradictoires et j'en entends des vertes et des pas mûres depuis des années et j'avais comme envie de cheminer là-dedans, de faire ma petite quête personnelle. Donc c'est pour ça que je vous offre Derrière les cosmétiques, qui est mon premier docu-série. En fait, il n'y a pas juste moi qui se pose des questions. C'est vraiment une tendance montante dans le domaine des cosmétiques. Le client s'inquiète plus que jamais de ce qui pourrait lui causer du tort à lui ou à son environnement. Est-ce que ça serait symptomatique d'un manque de confiance envers les grandes marques ou d'un manque de transparence de leur part? On dirait que plus je fais des recherches sur le sujet, plus je suis confuse. Un peu comme en alimentation, il semblerait que tout se contredit avec différentes études. Comment y voir plus clair? J'ai d'abord pris la route vers Québec pour tenter de trouver des réponses. Combien d'années d'études ça prend pour être chimiste? Pour devenir chimiste, ben en fait, il faut faire un DEC en sciences de la nature ou un DEC technique et par la suite faire des études universitaires, faire un baccalauréat de 3 ans et plus particulièrement, ben, à l'Université Laval, on offre un baccalauréat en chimie cosmétique qui est spécialisé pour former des personnes qui vont travailler dans l'industrie cosmétique. Je sais un peu qui fabrique les cosmétiques, mais c'est qui décide des ingrédients officiellement? Il y a des gens dans les entreprises qui vont déterminer quel type de produit on va faire en fonction du moment. Les gens de marketing, ils vont dans les shows, ils vont voir les grandes tendances et par la suite, ils vont s'asseoir une équipe et puis ils vont déterminer quel type de produit ils veulent faire. Et ils vont comprendre tel ou tel ingrédient actif qui en ce moment est à la mode et il ne contiendra pas tel ou tel ingrédient. Et par la suite, eh bien là, il y a une équipe, particulièrement des chimistes, des formulateurs et formulatrices qui vont leur dire si c'est faisable, si c'est réaliste et voir comment on peut adapter la formule pour que ça soit évidemment réaliste et qu'on puisse le mettre sur le marché à un prix qui va permettre de le vendre. On va également réaliser des tests microbiaux pour s'assurer que le système de conservation fonctionne bien et enfin on va faire des tests d'irritation pour s'assurer que le produit cosmétique ne soit pas trop irritant pour la peau. Alors ces tests ils sont soit réalisés par la marque soit alors externalisés. Et une fois que tout ça c'est ok, que la formule est validée, que le marketing est validé, que la réglementation est ok, on va pouvoir envoyer la formule au fabricant donc pour qu'il fasse un premier test d'industrialisation de la formule et pareil le fabricant soit c'est propre à la marque soit alors c'est un indépendant. En tout cas moi je vous le dis, c'est vraiment une tendance montante dans les cosmétiques. Je le vois vu que ça fait longtemps que je suis sur les médias sociaux. Quand j'ai commencé, personne s'intéressait à ça, les ingrédients. J'ai même demandé à mon coiffeur hier puis il m'a dit non. Il y a 10 ans, il s'est jamais fait poser la question est-ce qu'il y a des silicones dans mon shampoing. C'est vraiment récent que les gens s'inquiètent
par rapport aux cosmétiques et honnêtement c'est tout à fait légitime, je tiens à le préciser. La seule affaire c'est que je me demande, est-ce que on fait bien d'isoler certains ingrédients? Est-ce que ça fonctionne comme ça? Parce que tiens, quand un produit là, c'est une formule. Donc j'ai l'impression que ce que les gens font, c'est comme l'équivalent du nutritionnisme en nutrition. De dire, oh le sucre c'est mal, oh le gras c'est mal, mais tu sais comme un aliment, c'est plusieurs nutriments, puis c'est peut-être pas correct de les mettre sur un piédestal. On classe les ingrédients comme étant bons ou mauvais, mais j'ai l'impression que c'est plus complexe que ça. Quand je vois des gens critiquer sur Instagram par exemple, un ingrédient dans une crème qu'une influenceuse recommande et cette influenceuse pourrait être moi par exemple. Je peux pas m'empêcher de me dire, et ça c'est vraiment mon réflexe personnel, est-ce qu'on devrait fonctionner de cette manière-là? Est-ce qu'on a peut-être pas les compétences nécessaires en tant que consommateur, vous et moi, pour s'aventurer là-dedans? Au sens où moi je le sais que je suis pas chimiste, c'est pas ma job, c'est de la science, je connais pas ça et je pense que la personne qui a commenté non plus n'est pas chimiste. Je suis pas médecin, je suis pas nutritionniste, alors je peux pas aller dire à quelqu'un d'autre qu'est-ce qu'elle devrait manger. C'est le même principe pour moi, ça fait pas vraiment de sens. En tout cas, c'était mes petites réflexions du jour. Qu'est-ce que les gens ne savent pas par rapport aux ingrédients? On voit souvent sur les cosmétiques non testés sur les animaux, sans cruauté animale. Par contre, en réalité, c'est que depuis les années 2000 en Union européenne, ça a été banni complètement. En Amérique du Nord, on n'a pas de loi nationale qui vient vraiment interdire les tests sur les animaux. Cependant, la plupart des compagnies, ça va de soi qu'ils font plus de tests sur les animaux. Pourquoi? Ben, en fait, c'est parce qu'on a beaucoup d'alternatives maintenant en laboratoire et on a aussi beaucoup de données toxicologiques qui ont été déjà accumulées sur les ingrédients qu'on utilise. Donc, le marketing non testé sur les animaux, ça va un peu de soi que c'est pas testé sur les animaux. Donc, si une compagnie ne l'écrit pas sur sa boîte, ça veut pas dire que c'est absolument testé sur les animaux. La seule exception à la règle, c'est que oui, en Chine, en ce moment, il y a encore des tests sur les animaux. C'est en mouvement, mais pour l'instant, ils exigent encore que les compagnies fassent des tests sur les animaux. Pour voir les effets bénéfiques d'un produit cosmétique, cela demande du temps, de la patience et il faut surtout être constant avec sa routine beauté. Généralement, les premiers bénéfices se font voir au bout de 1 mois, mais la plupart des ingrédients mettent beaucoup plus de temps pour fonctionner, comme par exemple la vitamine C et le rétinol dans un cadre anti-âge, ils mettent environ 3 mois et si on se place d'un point de vue taches pigmentaires, ils mettent environ 6 mois pour diminuer les taches brunes. Bien évidemment, il y a aussi des ingrédients qui fonctionnent immédiatement comme les ingrédients hydratants ou alors les ingrédients exfoliants. Il y a quelque chose que les gens savent pas mais qui est super pertinent à savoir comme consommateur, c'est que les ingrédients qui sont en bas d'1% dans le produit vont être en désordre. Donc ça veut dire que quand on regarde une liste d'ingrédients, souvent on va voir que le parfum va être en dernier ou les conservateurs vont être en dernier, mais ça veut pas nécessairement dire que c'est parce qu'il y en a moins. C'est que souvent, les entreprises vont volontairement mettre ça pour nous donner l'illusion qu'il y en a moins, mais la réalité, c'est que souvent, ils se retrouvent un petit peu plus haut dans la liste d'ingrédients. Ce que les gens savent pas au sujet des ingrédients qu'on utilise dans les cosmétiques, c'est qu'ils peuvent venir dans des centaines de formes variées et leur efficacité va varier. Leur stabilité va varier et on en a toujours un peu pour notre argent. Plus les ingrédients sont efficaces, plus ils coûtent cher pour le même ingrédient. Donc, la vitamine C, ça peut venir en 50 formes différentes. J'ai fait un petit sondage hier sur mon Instagram. Je voulais savoir c'était quoi les ingrédients les plus détestés. C'est quels que les gens évitent le plus possible. Je vais vous dire ça. Voilà. Allons voir les réponses. De l'eau comme premier ingrédient. Tout ce qui est pas vegan, c'est sûr que là, ça c'est des ingrédients animaux quand on est vegan, ça fait pas de sens. Fragrance, très irritant et pas nécessaire. Méthylzoltialosione, parfum, silicone, ça bouche mes pores, mica, tout ce qui est lié à l'huile de palme, le talc, alcool parce que asséchant pour la peau, silicone, parabène, rétinol, fragrance, silicone. Bon, c'est vraiment je pense alcool, parfum qui revient vraiment le plus, parabènes et pétrole, ou en tout cas les dérivés de pétrole. Est-ce que je pourrais avoir quelques exemples d'ingrédients qui sont controversés et pourquoi ils le sont? C'est sûr que je peux pas passer à côté des conservateurs. Pourquoi les conservateurs en général sont des ingrédients controversés? C'est que ce sont des molécules qu'on va retrouver dans quasi l'ensemble des produits cosmétiques, même qu'on va les retrouver dans nos savons à lessive, on va les retrouver partout autour de nous. C'est des ingrédients qui visent à tuer des bactéries, donc nécessairement ils ont une certaine toxicité et vu qu'on les retrouve partout
partout. C'est super important comme scientifique de faire des recherches à ce niveau-là pour essayer de comprendre mais c'est quoi l'impact que ça pourrait avoir dans ces quantités-là, que ce soit sur l'environnement, que ce soit sur la santé humaine. Donc c'est pour ça que souvent les conservateurs vont être des ingrédients qui sont très controversés, autant au niveau des conservateurs qui sont naturels, mais aussi des conservateurs qui sont synthétiques. On préfère mon ingrédient, ça on appelle ça des non-noms. En fait, les ingrédients qu'on ne devrait pas voir dans une formule en ce moment, à mon avis, c'est tout ce qui touche le MIT ou le MICT, le méthylisothiazolinone. Il est banni au Canada, mais on le retrouve dans nombre de formules. C'est un agent de conservation qui est très, très efficace, mais dont 5 à 10 % de la population sont hyper allergiques. Et ça peut causer des dermatites graves. Compte tenu qu'il y a des alternatives beaucoup plus sécuritaires, beaucoup plus naturelles, il n'y a pas de raison d'avoir ce produit-là dans une formule. Mais là, il est banni au Canada, mais il y a quand même des gens qui l'utilisent. Voyez-vous, la façon que ça fonctionne, c'est pas au Canada qu'on fait ça, mais il y a des produits importés qui vont arriver puis qui vont contenir du MIT, puis qui est vendu sur un paquet de noms qu'on peut pas savoir vraiment s'il en contient. C'est très difficile. Mais c'est très efficace. La plupart des gens ne verront pas la différence, sauf que certaines personnes vont développer des irritations cutanées très importantes et la plupart du temps, ils vont remettre de la crème pour éviter ça et particulièrement au visage où là, la peau elle est extrêmement sensible. Ensuite, on retrouve également l'huile minérale et les silicones qui sont accusés de ne servir à rien à part étouffer la peau et étouffer les cheveux. Mais en réalité, ils ont plein d'avantages puisque l'huile minérale, c'est tout simplement le meilleur ingrédient hydratant en cosmétique puisqu'elle va former une barrière occlusive sur la peau pour limiter les pertes en eau, ce qui va bien évidemment hydrater et en plus, elle est non comédogène. En plus, l'huile minérale est inerte, ce qui fait qu'il y a très peu de chances d'avoir une irritation ou d'avoir des allergies. C'est pour ça qu'on la retrouve dans beaucoup de produits pour les peaux atopiques. Un bon exemple, c'est les parabènes. En fait, c'est une classe d'agents de conservation qui sont très efficaces à faible dose et sur un large spectre de microbes. Par contre, aujourd'hui, la plupart des compagnies les ont totalement bannis, éliminés de leurs produits parce que maintenant, les consommateurs en ont peur à cause du marketing, mais en vérité, les études qui ont été faites, qui ont comme démarré le questionnement par rapport aux parabènes, si c'est bon ou c'est mauvais, ces études-là, puis il y en a seulement quelques-unes qui sont sorties, contenaient beaucoup d'erreurs. Donc, en réalité, les parabènes ne sont pas dangereux des données qui sont connues en ce moment, mais ils ont été tellement démonisés par le marketing qu'on les a juste complètement éradiqués de la liste d'ingrédients qu'on peut utiliser. Et maintenant, ils sont remplacés par autre chose. Ben c'est ça, maintenant ils sont remplacés par le phénoxyéthanol, par exemple, qui cause de plus en plus de réactions allergiques. Donc, est-ce qu'on a vraiment fait la bonne chose d'éliminer les parabènes des cosmétiques? Le phénoxyéthanol ou alors les parabènes sont accusés d'être des perturbateurs endocriniens. Ce qu'on appelle un perturbateur endocrinien, c'est quelque chose qui va altérer, qui va modifier le fonctionnement normal d'un organisme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les études ont montré que ces ingrédients sont sûrs pour une utilisation cosmétique au pourcentage maximal autorisé. Ils ne présentent pas de danger pour la santé de l'homme d'après les données actuelles. J'ai tout de même voulu parler à un toxicologue pour mieux comprendre le fond des choses. Malheureusement, le seul retour que j'ai eu, c'était pour m'indiquer que la personne était indisponible. Cependant, on m'a quand même envoyé un document en lien avec le cancer du sein et ses possibles causes qui sont très nombreuses. On y parle des perturbateurs endocriniens, mais le dernier document que j'ai reçu remonte à 2017, donc c'est quelque chose qu'il faut quand même considérer. C'est quoi le processus pour classer un ingrédient comme potentiellement dangereux, irritant, toxique? C'est qui décide de ça? Chaque organisme réglementaire, que ce soit en Europe, au Japon, aux États-Unis, au Canada, et au Canada, c'est Santé Canada, forme des comités d'experts. Et ces comités d'experts-là, ce sont des toxicologues, ce sont des biologistes, ce sont des chimistes qui vont se pencher sur toute l'information scientifique qui a été faite au sujet d'un ingrédient, par exemple. Ils vont évaluer s'il y a lieu de retirer ou de contraindre, c'est-à-dire de limiter la concentration de ces ingrédients actifs-là. Et souvent, c'est l'utilisation. Par exemple, il y a certains produits qu'on appelle rinse-off, des produits qu'on lave ou qu'on enlève et dont le contact cutané est moins long. Et ça, on va avoir une plus grande tolérance à certains composés, certains ingrédients à ce niveau-là. Fait que ça dépend toujours de l'application et de la dose. C'est pour ça que certains ingrédients, certaines matières premières ont des concentrations maximales et les entreprises doivent absolument se contraindre et limiter l'utilisation de ça
à la concentration prescrite. Aujourd'hui, la science évolue très vite, donc on a de plus en plus de données. On est capable d'aller de plus en plus loin dans les données sur les ingrédients qu'on utilise en cosmétique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on a connaissance d'un éventuel risque par rapport à un ingrédient, on va demander aux toxicologues et aux chimistes de se réunir et d'évaluer cet ingrédient, et ils peuvent tout à fait demander tous les tests supplémentaires pour pouvoir conclure si oui ou non cet ingrédient présente un risque pour la santé de l'homme. Souvent, on va avoir un petit peu de protectionnisme aussi. Par exemple, en Europe, on va limiter des ingrédients qu'on ne veut pas voir. En Chine, on va limiter certains ingrédients pour protéger des ingrédients qui sont utilisés, par exemple, au niveau domestique. Il y a un petit peu de protectionnisme aussi, mais en général, c'est basé sur des conseils d'experts qui sont mandatés par Santé Canada pour évaluer la sécurité, l'innocuité des produits. Les toxicologues, ils évaluent aussi donc les ingrédients naturels? Ou... Tout à fait, tout à fait. Les ingrédients naturels, ce sont des composés chimiques qui sont d'origine naturelle ou d'origine synthétique, mais un produit naturel, c'est un composé chimique à la base et il peut être très toxique. D'ailleurs, il y a beaucoup de poisons naturels bien connus. À chaque fois qu'il y a un ingrédient qui est une polémique, les compagnies vont essayer de le détourner, mais en continuant à l'utiliser. Je te donne un exemple. Le formaldéhyde, c'est un excellent conservateur. Par contre, on sait que c'est très dangereux et pour l'être humain et pour l'environnement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les compagnies ont développé des libérateurs de formaldéhyde. Donc, initialement, il n'y a pas de formaldéhyde dans ton produit, mais il en libère petit peu par petit peu, puis ça garde une certaine concentration. Et là, j'ai été étonnée l'autre fois parce que maintenant, le phénoxyéthanol commence à avoir un petit peu moins bonne presse. Donc, on a vu rentrer des nouveaux ingrédients qui étaient des libérateurs de phénoxyéthanol. Fait que dans le fond, comme à chaque fois qu'il y a un ingrédient qui est efficace, souvent on parle dans le synthétique, là, qui est efficace, bien là, les compagnies essayent de le camoufler sous un autre nom pour pas que le consommateur sache. Puis ça, moi, c'est quelque chose qui me dérange vraiment parce que les compagnies vont dire, bien, sans phénoxyéthanol, mais la réalité, c'est qu'il y en a quand même dedans. Est-ce que c'est pris en considération, comment dire, l'effet cocktail qui appelle, je pense, en fait, le fait qu'on peut utiliser différents produits ou ils se concentrent juste sur un produit? Y a-t-il un effet cumulatif dans le fond qui peut être risqué? Très bonne question. Malheureusement, c'est impossible de faire tous les tests avec les formules dans des mélanges. Alors, la toxicité des produits ou la sécurité des produits est évaluée avec des produits purs qu'on va tester comme ça. On peut faire quelques formulations comme ça pour évaluer l'effet cocktail ou l'effet de synergie qu'on dit d'habitude parce que c'est extrêmement difficile à prévoir. Donc, on ne peut pas savoir lorsqu'on mélange plusieurs ingrédients ensemble quelle va être leur toxicité. Surtout, par exemple, il y a des ingrédients qui vont favoriser le passage d'autres ingrédients à travers l'épiderme et ça va faire augmenter potentiellement la toxicité. Et c'est impossible à vérifier. Les produits naturels en cocktail, c'est la même chose. On ne peut pas dire. Depuis quelque temps, il y a énormément de voix qui s'élèvent sur certaines des fragrances qui sont utilisées, qui sont des mélanges de substances, qu'elles soient naturelles ou synthétiques, et qui peuvent avoir un impact au sujet de la toxicité. D'ailleurs, il y a certains allergènes là, qui sont des produits naturels, là, dérivés de la cannelle, par exemple, qui sont bien connus. Je suis en train de me dire combien de produits j'ai utilisé depuis que je me suis levée ce matin. J'ai lavé mon visage, donc ça fait 1. Après ça, je l'ai crémé, ça fait 2. 2 fonds de teint mélangés, un anti-cerne, une poudre, bronzer, highlight, bon teinté, mascara, sourcils. Je pense qu'on est à 11, ouais. Pas mis de déo, pas de parfum, hein? Quarantine look. Mettons 11 pour aujourd'hui, mais je vais en utiliser évidemment d'autres ce soir. Peut-être un nettoyant, un démaquillant, une crème, peut-être comme 4 encore. C'est quoi le pourcentage du marché cosmétique qui contient un ou plusieurs ingrédients controversés? C'est une très bonne question. Je pense, je dirais 80%, peut-être. Moi aussi, j'aurais dit C'est un guess. C'est une très bonne question. J'aurais tendance à dire, c'est vraiment exagéré, 100%, mais non. Ok, si j'y allais pour 80%. Ma chère Cynthia, moi je dirais 100%. Est-ce que j'ai gagné quelque chose? Je dirais qu'il y a environ 70 à 80% des produits cosmétiques qui contiennent actuellement un ou plusieurs ingrédients controversés. Il y a Protégez-vous en 2018 qui ont sorti un article sur les crèmes pour le visage qui contenaient des ingrédients controversés. Parmi ces crèmes-là, ils en ont analysé 100. Sur 100, il y en a seulement 6% qui ne contenaient aucun ingrédient controversé.
Je me demandais à quel niveau les ingrédients pénètrent la peau. Est-ce que ça varie? Puis qu'est-ce qui est considéré comme toxique ou dangereux? Ça, c'est une excellente question. Souvent, les gens ne réalisent pas, mais quelque chose qu'on peut mettre sur notre peau, ça peut se rendre partout dans notre corps, jusque dans notre sang. La preuve, c'est les timbres contraceptifs ou les timbres à la nicotine. Quand on met quelque chose sur notre peau, ça se rend dans l'ensemble de notre corps. Ce qui va faire la différence, ça va être le type de molécule. Ça va être la grosseur de la molécule, ça va être est-ce qu'elle est plus soluble dans l'huile, est-ce qu'elle est plus soluble dans l'eau. Ça dépend également de l'épaisseur de la peau. Par exemple, au niveau du contour des yeux, on a une peau beaucoup plus fine, donc les ingrédients actifs peuvent potentiellement beaucoup plus pénétrer. Ça dépend aussi de la génétique, puisqu'il y a des personnes qui ont tout simplement une peau plus épaisse que d'autres. Mais ce qui est certain, si on parle par exemple des huiles essentielles ou de certains protecteurs solaires qui sont des petites molécules organiques, mais ils ont des plus hauts pouvoirs de pénétration, puis c'est souvent ce qui va amener un petit peu plus d'inquiétude. Si l'ingrédient ne pénètre uniquement les premières couches de la peau, donc typiquement l'épiderme, comme la majorité des ingrédients en cosmétique, il ne présente pas de risque, puisqu'il sera tout simplement éliminé avec les cellules mortes. Pour présenter un danger, en fait, l'ingrédient il doit pénétrer dans la peau, il doit être absorbé dans la circulation sanguine. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on retrouve un ingrédient dans la circulation sanguine qu'il est obligatoirement dangereux, puisque notre corps il dispose d'un système de filtrage qui est quand même assez efficace. Donc on a déjà retrouvé des ingrédients dans le sang chez certains hommes et ils sont toujours utilisés aujourd'hui, puisqu'en fait ils sont tout simplement éliminés sans présenter de risque pour la santé. Est-ce que c'est risqué, en fait, d'isoler les ingrédients quand on analyse une formule? C'est absolument plus risqué d'analyser des ingrédients seuls que par rapport à une formule. Une formulation, dans le fond, c'est un véhicule dans lequel on va mettre des ingrédients qu'on dit actifs. Ce véhicule-là va pouvoir augmenter la pénétration ou la diminuer dans certains cas. Si une formule contient, par exemple, beaucoup de silicone, mais les chances que ça pénètre dans la peau sont quand même très faibles. C'est pas soluble dans l'huile, c'est pas soluble dans l'eau. Par rapport à un produit qui contiendrait de l'alcool, où est-ce que là, on a vraiment un haut taux de pénétration dans la peau. Donc, ce qui fait que souvent, quand on a ces agents de pénétration-là, comme l'alcool, on peut augmenter les risques de réaction parce qu'on va pénétrer beaucoup plus loin. Donc, ça donne une petite idée que oui, la formule va pouvoir changer complètement l'effet d'un ingrédient sur la peau. Oui, c'est risqué d'isoler les ingrédients quand on analyse une formulation, puisque c'est un peu comme traduire une langue mot à mot, ça ne fait pas vraiment de sens. Ce qu'il faut regarder, c'est la formulation générale du produit. Puisque par exemple, si on retrouve de l'alcool ou alors un tensioactif sulfaté dans la liste des ingrédients, cela ne veut pas dire que ce produit sera nécessairement irritant pour la peau. Puisqu'il faut regarder s'il n'y a pas par exemple des ingrédients qui vont contrer ces effets négatifs, donc contrer cette irritation, comme par exemple des ingrédients hydratants ou alors apaisants. Ce qu'il faut faire toujours, c'est regarder la formulation générale. J'ai jamais eu d'application qui analyse les ingrédients. Je sais qu'il y a Yuka scanne de produits comme ça. Ok, j'en ai trouvé un autre. Inky Beauty. Hop. Je suis en train de checker l'app Inky Beauty. Il y a comme une section, mettons, en tout cas maquillage. Là, je suis dans blush. Puis là, on voit plein de produits avec une note et un code de couleur pour savoir si le produit est bon ou pas basé sur les ingrédients. Pas sur l'efficacité, pas sur l'odeur, pas sur rien. Mettons, ici on a un fort ajout de Body Shop qui est 9.6 sur 20, donc il est jaune. Ça serait pas super bon. À cause qu'il y a du talc dedans, ça c'est jaune. Mika, ça c'est bon. Mais Mika, là, ça c'est pas une autre histoire avec l'esclavage des enfants, je sais plus dans quel pays. Est-ce que ça prend en considération l'aspect social? Mais il y a quand même beaucoup de verre. Je suis folle ou genre 9 sur 20, c'était comme... Ah, ça dit peu contenir. L'affaire que je me demande aussi, là, c'est est-ce que l'app prend en considération l'ordre des ingrédients ou juste n'importe quel ingrédient? Mettons que c'est le dernier ingrédient, donc c'est juste des poussières. Est-ce que ça te highlight rouge si c'est négatif et là donc ça influence super gros la note du produit, genre? Et là on va aller voir Healthy Living. Pourquoi c'est tout vert puis la même marque? Comment ils classent ça eux autres? Je connais même pas cette marque-là. Ici ça dit que quand c'est EWG Verified, il y a comme un frais, je pense, que les compagnies payent pour genre supporter le travail. En tout cas, ils sont comme main dans la main avec ceux qui promotent, genre parce que les ingrédients sont bons, si j'ai bien compris. Bon, ok, là on va faire le test avec des produits que j'utilise en ce moment même. Si je prends ça, mettons. On va essayer de scanner les ingrédients. Wow, mon Dieu, c'est allé vite! Ah, il trouve tout de suite c'est quoi? 12.3 sur 20. Ok, pas terrible. Ok. Cholestérol? Quoi?
Mais là, ce que je devrais faire, c'est de le scanner dans une autre application qu'on voit si c'est la même note. Ah! Mon Dieu, il l'a trouvé vite. Il dit médiocre. Je suis choquette, man. Ils disent médiocre. 43 sur 100. Mais là, il y a 20 ingrédients sans risque. Il en met 3 dans le jaune, 1 dans l'orange, puis il met 43 sur 100. Mais là, cette app-là parle de ces 4 ingrédients-là, puis celle-là, elle parle de ces 2-là. Puis je vois juste celle-là qui est en commun. C'est parce que là, je sais pas à quelle app me fier, là. Le problème, c'est que les gens qui sont à la tête des applications, c'est plus des marketeurs que des toxicologues ou des chercheurs. Sont-ils en capacité de vous dire la bonne information ? Moi, par exemple, j'en suis pas en capacité. Cyril Laurent, qui est un ancien chercheur, par exemple, lui, il est capable de lire un article de recherche. Et le deuxième point, c'est que, vous avez vu vous-même, il n'y a pas une appli qui est d'accord. Sur quelque chose d'aussi grave que des risques de perturbateurs endocriniens ou des risques de suspicion, vous voyez, d'ailleurs on parle de suspicion, c'est-à-dire qu'ils sont même pas sûrs, sincèrement, il ne peut pas y avoir de doute là-dessus. Honnêtement, je crois qu'il y a beaucoup de billets là-dedans. Je trouve que le concept est intéressant à la base, dans le sens que on est conscient qu'on ne peut pas tout apprendre les ingrédients par cœur, puis surtout là, on s'en rend compte qu'il y a des nouveaux ingrédients qui sortent à tous les jours. Donc, c'est sûr que ça peut aider d'une certaine façon. Mais c'est pas la science infuse non plus, parce que ça va pas prendre en compte l'endroit où est-ce que se trouve l'ingrédient dans l'ordre. Ça prend pas en compte des besoins personnels de chaque personne. Une personne qui a eu le cancer dans le passé aura pas les mêmes préoccupations que quelqu'un d'autre qui a jamais fait, par exemple, de réaction à des produits ou quoi que ce soit. Je pense que chaque personne a ses propres besoins, ses propres spécificités, puis c'est faux de croire qu'une application va pouvoir dire la même chose à tout le monde. Puis la preuve, c'est qu'on compare le même produit avec 2 applications, puis ça donne pas les mêmes résultats. Donc, il faut vraiment avoir son propre jugement, je crois, dans tout ça, en prendre et en laisser. Le problème avec la manière dont ils classifient les ingrédients, c'est qu'ils évaluent leur danger. Par contre, l'équation de base en toxicologie, si on veut, c'est que le risque est égal au danger fois l'exposition. Donc, si on considère un lion, c'est un danger en tant que tel. Mais si on le met dans la cage, on n'y est pas exposé et donc le risque revient à 0. Par contre, si on a le lion qui n'est pas dans une cage, le risque est très élevé. Donc, c'est la même chose avec les ingrédients. Ce qu'il faut considérer, c'est, oui, le danger de l'ingrédient, mais il faut surtout considérer comment est-ce qu'on est exposé à cet ingrédient-là. Donc, est-ce que c'est un produit qu'on va rincer? Est-ce que c'est un produit qu'on va manger? Habituellement, non en cosmétique. Combien de temps on va le laisser sur la peau? C'est quoi la dose? Parce que c'est la dose qui fait le poison au final. Donc, c'est important de considérer ça. C'est une question assez difficile puisqu'il y a maintenant beaucoup d'applications qui existent et elles n'ont pas forcément le même but. Par exemple, il y a une nouvelle application en France qui s'appelle Le Lab de Claire qui a été créée par la Fédération des entreprises de la beauté, donc la FEBA, qui est une sorte de porte-parole du secteur cosmétique en France et donc leur application, elle sert uniquement à donner le rôle de chaque ingrédient dans une formule cosmétique sans aucune discrimination envers les différents ingrédients puisque selon la FEBA, bien évidemment que tous les ingrédients cosmétiques utilisés sont sûrs pour la santé de l'homme au pourcentage autorisé par la réglementation. Ensuite, il y a d'autres applications qui procèdent à un système de notation des produits cosmétiques et ce n'est pas forcément ce genre d'application que je recommande. Le problème avec ce classement, c'est qu'ils utilisent leur système de précaution à eux, ce qui fait qu'un ingrédient, s'il a une controverse, il est obligatoirement mis dans la catégorie risque élevé, même si ce n'est pas scientifiquement prouvé. Je ne suis pas du tout en accord avec leur système de classement qui pénalise directement les ingrédients issus de la pétrochimie, puisque selon eux, ces ingrédients sont issus d'un procédé de fabrication polluant et ils seraient en plus non biodégradables. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout nuancé et qu'on ne peut pas mettre tous les ingrédients issus de la pétrochimie dans un même panier. Par exemple, si on prend l'exemple de l'huile minérale est une huile issue de la pétrochimie, mais on ne prélève pas du pétrole pour avoir de l'huile minérale en cosmétique. En cosmétique, on ne fait que utiliser des déchets de la pétrochimie, donc des choses que personne ne veut, on les transforme, on les purifie, on va les utiliser en cosmétique. Donc l'huile minérale n'a peut-être pas un impact aussi négatif sur l'environnement qu'on ne le pense, et surtout comparé à une huile végétale qui demande énormément d'eau et énormément de CO2 pour la fabrication et le transport. Pour ce qui est des silicones, qui sont bien évidemment des ingrédients synthétiques, alors oui, ils ne sont pas biodégradables, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être dégradés par
par des organismes vivants, mais ils sont tout à fait dégradables et ils se décomposent tout simplement en silice, c'est-à-dire en sable, en eau et ainsi qu'en dioxyde de carbone. Donc en fait, ils font de très gros raccourcis sur des choses qui sont beaucoup plus complexes, sur des choses qui sont beaucoup plus compliquées à évaluer. Donc c'est tout simplement impossible de noter les produits cosmétiques en classant les ingrédients. Cette vidéo est finie, mais ma quête est loin de l'être. Vous connaissez l'effet Dunning-Kruger, celui qui dit que moins on sait, plus on pense savoir, et plus on sait, moins on se sent confiant qu'on sait tout? Ben c'est exactement ça. Je me sens à la fin de la courbe. Je suis pas encore rassasiée d'informations, mais c'est peut-être un beau problème au fond.